ce qui s'est passé. L'événement du 7 décembre, vous parlez de votre, ce qu'ils ont appelé coup d'État, là? Oui. Mais vous savez qu'ils ont annoncé déjà un deuxième coup d'État manqué, non? Oui, et le financier est en Belgique. Bon, c'est des collectionneurs d'annonces, de coups d'État. Moi, je sais pas, je sais pas si, jusqu'à quel niveau on peut prendre leurs déclarations au sérieux. Parce que en dehors de l'image qu'on a vue à la télévision de quelques personnes habillées en tenue militaire qui annonçaient qu'ils ont destitué le gouvernement, ils ont destitué des choses là. Bon, est-ce que vous avez vu une seule image de ce qui s'est passé dans le soi-disant camp on a bombardé, ou on aurait bombardé? Vous avez vu des images? Oui, on a vu sur Google Maps. Oui, on était parti sur Google Earth pour zoomer Vous la avez vu base. des images du bombardement? Oui, on était passé sur Google Earth et on Oui, a fait la géolocalisation. On a vu effectivement la base de Togben, la base, attendez, en fait, il y Et a vous camp de avez vu, Togben. il y Oui, a eu, il y a eu Oui, combien, il oui, y a on eu a vu. combien de morts là-bas? Il y a eu Non, combien de morts là-bas? on a vu non, seulement les dégâts. on a vu les bombardements, les images du bombardement et on a vu les traces du bombardement. Est-ce que vous avez vu des morts? Vous avez vu des morts? Non, ça non. On a juste, Monsieur, via monsieur, Google Earth, on a je vu vais vous l'image dire, de... je vais vous dire ma préoccupation. J'ai plusieurs préoccupations, mais je vais vous donner un exemple. Mhm. Bon, on dit que Tigri a fait un coup d'État, n'est-ce pas? Oui, Et on dit qu'il s'est retiré dans le camp et qu'on a encerclé le camp, n'est-ce pas? oui. Et puis après, il est sorti en civil, en voiture, il est parti. Selon les propos du président Patrice Talon. Il a même eu le temps de se changer. Bon, vous trouvez ça normal? Et puis, en partant, il aurait pris des otages. Et Et qu'on ils a ont retrouvé retrouvé à les otages Tchaourou. dans la zone de Taourou. Et après, on explique que lui-même serait au Togo. Et Mais après, je il ne s'est bois pas retrouvé l'eau même par à les Kiev. narines. Moi, je ne bois pas l'eau par les narines. Donc, je ne me précipite pas sur ces genres de choses pour venir bavarder. Merci le sénateur, merci beaucoup. Attends ça. Vous, L'eau est est-ce très que claire et limpide. vous me comprenez? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, il y a tellement d'incohérences dans le narratif. Après, je vois quelqu'un qui va sur RFI, qui dit que lui, là, il était en train de diriger les combats, que Patrice Talon était collé à lui. Puis après, Patrice Talon lui-même dit non, que lui n'était pas du tout, n'avait pas du tout eu peur, que c'est un groupuscule. Ils sont à peu près 20 ou 12 personnes, je ne sais pas combien il a dit. 13 personnes. 13 personnes. Bon, mais c'est pour 13 personnes qu'on fait venir l'armée nigériane, l'armée ivoirienne, les forces spéciales françaises. On bombarde un camp. Pour 12 personnes? Mais alors que pour tous les djihadistes qui sont en train de de gagner du terrain au Bénin, on n'a jamais cherché à aller les bombarder. C'est la vraie question. Vous voulez que je réponde à toutes ces incohérences-là? Mais vous savez que j'étais à l'école primaire quand on a fait le dernier coup d'État, en 1972. 72, oui. Je n'ai jamais pensé qu'on pouvait encore renouer avec ça. Patrice Talon a introduit l'argent, la violence, les coups d'État. C'est lui qui a introduit tout ça là au Bénin. Lui seul. Est-ce que vous savez que Patrice Talon avait déjà organisé un coup d'État manqué contre Yahi Boni avant de fuir pour aller... Quand il était en France, il a organisé ça et puis on a arrêté son cousin en prison. Et puis l'autre qui était... Yahi Boni avait arrêté des gens
en Oui, son oui, temps. oui, oui, oui. On avait trouvé de l'argent liquide sur eux avec un discours qu'ils devaient prononcer. Vous vous rappelez de ça? Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est un habitué de faire. Si on veut réduire l'opposition aujourd'hui au silence, on peut faire toutes sortes de montages. On peut accuser qui on veut, de quoi on veut. De toute façon, on avait dit que Réki Amondoukou était en train d'organiser des attentats, non? Qu'il voulait tuer des hommes politiques et autres, là, qu'on l'a mis en prison pour 20 ans. Donc, c'est pas la première fois qu'on fait des inventions au Bénin. Moi, je suis contre la violence. Moi, je suis Ça va continuer jusqu'à quand? C'est ça le problème. Mais ça continuera tant que Patrice Talon a besoin d'excuses pour rester au pouvoir. Personne ne peut lever la main sur le plateau là où on est maintenant pour dire qu'il sait ce qui va se passer entre maintenant et les élections d'avril. S'il y a élection, s'il y a une autre mascarade, comment ça va se passer? Personne n'est au courant. Même les plus proches de Patrice Talon, ils ne savent pas. Pourquoi voulez-vous que ce soit moi qui sois au courant? Peut-être vous êtes dans le secret de Dieu, on ne sait jamais. Bah, parce que c'est mon cousin, même pas, c'est ça. Hein? Non, c'est Jean-Jacques qui avait posé la question, c'est pas moi. Moi, j'ai voulu éviter cette question Non. parce que... Oba, Problème, bon, tu es de en tout retour. cas, oui, je Je suis de t'avais appelé retour. plusieurs fois, je pensais que tu dormais Ah non, déjà. en fait, il y avait j'avais une petite réunion rapidement à Bon, côté de ça. vous avez une nouvelle femme, c'est ça? Une nouvelle femme. Mais non, bon, écoutez, monsieur le sénateur, merci à vous. On a écouté de loin en large vos réponses, les réponses que vous avez données aux questions. Maintenant, moi, je suis quelqu'un un peu orienté économie, politique. Il n'y a pas d'économie sans politique. Il n'y a pas de politique sans économie. Et le tout pour une perspective d'avenir pour les uns et les autres. Il n'y a rien de tout ça sans ce qu'on appelle une réelle éducation. Alors, aujourd'hui, comment pensez-vous qu'on peut nous rééduquer? De manière pratique, et non de longs discours, voilà. De comment pensez-vous qu'on peut nous rééduquer? Et enfin, donner un héritage éducatif concret à nos enfants. La réponse peut se tourner autour de 3 axes. Éducation qui apporte à une politique et économie stable pour une souveraineté pour les futures générations. Merci. C'est tout pour le moment, monsieur le sénateur. Ok. Merci beaucoup. Donc, en fait, votre question, c'est de savoir quel genre d'éducation pour un meilleur avenir, c'est ça? C'est ça. Aujourd'hui, vu l'état, au niveau, je ne veux pas seulement qu'on reste figé sur l'Afrique de votre expérience, qu'on reste figé seulement sur le Bénin. Sur le Bénin. Donc, vous pouvez parler pour l'Afrique dans sa globalité, parce que ce qui est valable au Bénin est valable au Togo, est valable en Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Donc, voilà. Ok. Vous savez, le lien entre l'économie politique, l'économie et la politique, c'est un lien, comment je peux dire ça? C'est un lien fondamental, c'est un lien, comme on le dit en chose, on appelle ça un lien bidirectionnel. Sec, non? À 2 directions, bidirectionnel. Bon, une équivalence, ok. En mathématiques, nous on parle d'équivalence, je vois très bien. Ok. Donc la politique a une influence forte sur l'économie et l'économie, à travers les décisions que vous prenez, par exemple, pour élaborer votre budget, pour décider de la monnaie. D'où, par exemple, pour ce qui concerne nous, les pays en Afrique, le débat autour du franc CFA et autres là, c'est quand même un débat qui est fondé parce que
Vous ne pouvez pas construire une économie si vous n'avez pas déjà votre propre monnaie. Alors que le CFA, par exemple, c'est pas une monnaie. Vous savez que le CFA, c'est pas une monnaie. Et vous savez que les banques centrales, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, n'est pas membre de l'organisation des banques centrales au monde. Bon, donc, lorsque la politique influence l'économie, et à travers tous ces actes-là, quand ça a un impact sur la popularité de ceux qui nous gouvernent aussi. Et puis, bon, c'est aussi, aujourd'hui, c'est devenu un outil de chantage que les despotes, les dictateurs utilisent, parce que si vous êtes affamé, si vous êtes à l'étroit sur le plan économique, vous avez beaucoup plus tendance à être obéissant. Parce que votre existence dépend beaucoup plus des hommes politiques. Et je crois que tout à l'heure, quand vous étiez absent, j'ai dit que moi, j'étais en train de travailler avec des personnes restreintes. On travaille sur des plans d'action. On va venir là-dessus très, très prochainement. On va publier. Nous avons des propositions à faire pour permettre justement aux gens de trouver les moyens de vivre de façon indépendante à ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Parce que si vous voulez, je parle du Bénin, maintenant, parce que si vous voulez, par exemple, vous en sortir face à la situation actuelle, c'est de trouver les moyens de survie indépendamment de la politique béninoise. Alors que ça ne devrait pas être le cas. C'est la politique béninoise qui devrait être promotrice de l'économie et de l'activité économique pour permettre aux citoyens de s'épanouir. Parce que, en fait, une nation prospère s'appuie sur des hommes prospères. Ça, c'est Margaret Thatcher qui l'a démontré dans un de ses livres. Donc, lorsque vous voulez créer une nation prospère, vous créez des hommes prospères, vous créez des entreprises prospères. Vous faites la promotion des... Vous savez, par exemple, que quand vous vous attaquez à une entreprise américaine, les Américains qualifient ça comme une menace sur la sécurité nationale. Vous savez pourquoi ils le font? Parce que l'économie, une entreprise, apporte le bien-être aux citoyens américains et que quand vous attaquez à une entreprise, vous réduisez à la pauvreté des citoyens américains, vous mettez en danger la nation américaine. Donc les Américains, par exemple, eux, ils se battent pour que les entreprises américaines à travers le monde rayonnent et qu'ils puissent même piller les richesses du monde entier pour ramener ça chez eux et faire de leur pays un pays riche, une nation prospère. Mais nous, ce sont nos gouvernements qui détruisent les initiatives privées. Ce sont nos gouvernements qui détruisent les hommes d'affaires, qui les mettent... Quand vous prenez le cas d'un homme comme Adjavon Sébastien, ce qu'on a créé comme dégâts en pensant faire du mal à Adjavon Sébastien, on a fait... Pro-Black, tu bugs apparemment. Du mal à des dizaines de milliers de Béninois, sur plusieurs générations. Sénateur, un instant. Pro-Black, je vais passer. Pro-Black, au fait, désactive ton écouteur. Parce que ça donne le coup, ça crache dans nos oreilles. Allô? Oui, allez-y, sénateur. Donc, vous prenez par exemple le cas, je prends un cas concret. Vous savez que M. Sébastien Adjavon, il avait des milliers d'employés. Vous savez qu'il avait aidé beaucoup de sociétés, beaucoup d'associations à travers le pays. Oui. Il a créé des entreprises, il a créé beaucoup d'entreprises. Même la création d'emplois, c'est une forme d'acte social. Parce que quelqu'un à qui vous donnez un emploi, qui peut aller créer sa propre famille, avoir femme, enfant, envoyer ses enfants à l'école et pouvoir s'occuper des affaires de sa famille et autres, là,
c'est parce que vous lui donnez le moyen d'être quelqu'un dans la société. Donc, quand un gouvernement s'attaque à un individu comme ça, le gouvernement détruit, il fait du crime en série. C'est un serial killer. C'est quelqu'un qui tue de façon industrielle. Comment l'État doit-il protéger alors ses opérateurs économiques au détriment de tous les régimes? C'est-à-dire une protection qui sera même constitutionnelle pour les opérateurs économiques. Je vous donne l'exemple du Japon. Lorsque le Japon a voulu, par exemple, le Japon, c'est le seul pays au monde qui a reçu sur sa tête 2 bombes atomiques en 1945. Et 30 à 40 ans plus tard, le Japon était devenu la 2e puissance économique du monde. L'État japonais a d'abord construit des bases industrielles. Et puis après, l'État japonais s'est activé à les privatiser et créer des grosses conglomérats japonais qui sont devenus propriétaires de ces entreprises-là. Vous ne verrez pas un seul dirigeant japonais qui s'est accaparé de toute l'économie à lui tout seul pour s'asseoir pour dire, bon voilà, j'ai développé le Japon, et puis j'ai mis un statut d'Amazon ici, j'ai mis une autre statut de Biogera là-bas, et puis je suis devenu le Manitou. Ouais, le Bénin est développé avec quelques fleurs à l'entrée de la ville et des cinémas chaque année. C'est pas ça le développement. Donc des gens ont créé les outils. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de développement sans la transformation. Une vraie économie, c'est une économie qui est basée sur la transformation. Et la transformation, ça passe d'abord par la formation et l'instruction, l'éducation des populations. Sénateur, excusez-moi. Donc, vous comprenez aisément avec moi pourquoi, à l'arrivée du président Patrice Talon en 10 ans, il a promis 30 lycées professionnels et rien n'a été créé? Non, mais lui-même, il n'y croyait même pas parce que cette promesse est incompatible avec sa vision des choses. S'il veut être le seul qui va mettre tout le monde à genoux, pourquoi vous voulez qu'il crée des lycées? On dit qu'en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Monsieur Martin Rodriguez, comment l'État doit-il protéger ses opérateurs économiques pour qu'ils puissent survivre? Si vous avez un vrai État, il le fera. Si vous avez un État, c'est son rôle. S'il y a un État, c'est un rôle. Mais si l'État n'existe plus, parce qu'aujourd'hui, au Bénin, l'État n'existe plus. Ce qui existe, c'est la volonté d'un individu. Exactement. Mais attendez, est-ce que vous ne voyez pas qu'en réalité, c'est la classe politique qui a un sérieux problème? Ou c'est parce que si on réduit toute la classe politique, tous les hommes de ce pays à un seul individu qui est Patrice Talon, cet individu maîtrise les uns et les autres qui l'entourent. Et ceux-là, du coup, maîtrisent, lui-là, il maîtrise le système dans lequel lui-même il est, 1 et 2. Et ceux qui l'entourent, ils maîtrisent le système dans lequel ils sont. Ils sont soit par le passé, ils ont déjà fait des malversations, tous autant qu'ils sont. Sinon, quelqu'un aurait pu quand même avoir le courage de porter ses couilles et se lever et dire non, ça ne peut pas se passer ainsi. Vous savez, je vais vous expliquer. Est-ce que c'est possible dans un pays où lorsque vous avez mangé une fois, quand vous avez mangé une fois autour de la table, vous êtes assis, vous avez mangé avec le diable, vous êtes à son service. Voilà, c'est fini. La réponse est là. Il ne faut pas qu'on aille chercher loin. Maintenant, de manière pratique, le Russe a posé une question. Et cette question-là dit, comment on protège un opérateur économique pour que peu importe le régime qui vient, ne puisse pas détruire cet opérateur économique? Selon vous, de manière simple, donnez-nous votre vision. Comment on peut construire, comment un système peut protéger un opérateur économique, les opérateurs économiques du pays, de sorte que même si la politique, ceux-là qui doivent la tête de la politique, ils changent, ça puisse toujours continuer.
Ok. D'abord, il faut retenir une chose. Lorsqu'un État permet à un individu de devenir prospère, je n'aime pas utiliser le terme riche. Prospère. Quand l'État permet à un individu de devenir prospère à travers ses entreprises ou ses créations, ce il aurait réalisé, en fait, l'État ne fait rien à perte. Je m'explique. Un individu a une durée de vie limitée. Ce n'est pas le cas d'une nation. Un État ne meurt pas, un État ne disparaît pas. Et quel que soit ce qu'un individu a accumulé comme richesse matérielle, il va finir par mourir, laisser ça et partir, et ça va profiter au reste de la population. Des humains. Des humains. Donc, quand on permet à un individu, pendant qu'il vit, de créer de la richesse, de posséder de la richesse, de payer des impôts, de créer de l'emploi et autres, l'État ne fait rien à perte. L'État fait ça pour lui-même, pour le pays, parce que il a beau faire, il ne peut pas partir dans la tombe avec ça. Il y a eu, vous avez entendu parler de Alexandre le Grand. Alexandre le Grand de la France, oui. Lorsqu'il est mort, il a demandé avant de mourir que bon, il souhaiterait que bon ce soit des généraux et autres là qui le prennent son cercueil pour aller à son dernier lieu où on devait l'enterrer et tout ça là. Mais avec tout ce qu'il avait accumulé comme richesse et puissance et tout ça, il avait sa main dehors, je crois, hors de son cercueil pour montrer que vous allez partir, mais vous n'emporterez rien. Vous voyez, les personnes qui sont sans culture, c'est eux qui peuvent penser qu'ils peuvent décider du sort de toute une population, les réduire à néant. Dans quel but? C'est parce qu'ils sont sans culture. Si vous n'êtes pas un culte, vous ne pouvez même pas rêver de ça. Donc, créer des systèmes pour protéger ceux qui entreprennent, vous faites ça pour votre pays, vous ne faites pas ça pour les individus. Parce que pendant le temps qu'un individu vit, un chef d'entreprise vit, il n'est que locataire de sa propre maison. Il n'est que utilisateur temporaire de ce qu'il a créé comme richesse. D'où le problème d'éducation sérieux. Donc, on revient toujours... Ça revient, je vous ai laissé sortir le mot, ça revient à élever le niveau de conscience. C'est ça. Est-ce que le sénateur aujourd'hui... Pourquoi les dictateurs aiment faire taire ceux qui veulent lever le niveau de conscience? Parce que ça ne les arrange pas. On dit que quelqu'un a posté, c'est la fête. Et puis on l'a pris, on est allé l'enfermer alors que c'est un député. C'est la fête. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est la fête? C'est vague. Ça suffit pour qu'on prenne, on l'a enfermé. Xavier Chirac Ogoné a posté bientôt, je pense, les bonnes choses vont commencer parce qu'entre-temps, on avait empêché la résistance de Kanda Zanaï à faire une réunion et Xavier Chirac Ogoné a posté un message simplement dans ce cadre et il a suffi qu'on lui envoie un mandat d'arrêt. Voilà encore un cas. Celui qui lui a envoyé le mandat d'arrêt, il faut lui rappeler que lui-même, il en a eu. Excusez-moi, pourtant, Macron a félicité le coup d'État que Trump a fait au Venezuela. Il a fait rétro-pédalage. Je vais attirer votre attention sur quelque chose d'important. Nous avons tendance à croire que les Occidentaux sont dépositaires de la morale. C'est des gens incultes. Non, nous avons tendance à croire que c'est des gens qui sont respectueux des droits de l'homme, c'est des gens qui sont respectueux... Ils sont les références, quoi.
c'est les gens qui sont respectueux de la démocratie. On dit, quand on veut donner des exemples sur la démocratie, on dit, ah, il faut voir en France et autres, là, tout ça, là. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un qui est capable de vendre son semblable comme une marchandise respecte les droits de l'homme? Vous pensez que quelqu'un qui vend des êtres humains comme marchandise est respectueux des droits de l'homme? Quelqu'un peut répondre à ça? Cette réponse va nous amener sur un autre terrain parce que Patrice Talon nous a parlé de l'esclavage en Modiovision. Et Je dis, laissez Patrice ancêtres. Talon. Patrice Talon n'a pas de culture. Patrice Talon, vous l'avez jamais entendu débattre de... Non, Monsieur Martin Rodriguez, c'est quand même le président de la République. Et quand il parle... Moi, il n'est pas président pour moi. Il va falloir que il n'est des pas gens président, il n'a pas été élu, il a volé l'élection en 2021. Il n'est pas président. Justement, mais quand même... Si vous continuez de lui donner... Il ne faut pas que vous renforcez la position d'un imposteur et après dire que vous voulez dénoncer l'imposture. Si Patrice Talon ne trouve personne à l'applaudir, il ne serait pas là en train de faire ce qu'il fait. C'est ça. Parce que les gens l'encouragent. Ils applaudissent. Ce n'est pas c'est pas vos amis d'hier ou bien En quoi ils sont mes amis? ben, On a vendu dans quel marché ensemble? ah ben, moi, je ne sais pas, je ne Non, sais. en fait, ProBlack voulait dire que c'est le même système de Yahi Boni qui est toujours C'est le même système, non? Parce Depuis que ça. sont le système de Yahi Boni qui sont... Non, je veux pas dire ça. Moi, je parle de, c'est les mêmes politiques. Pour moi, de 90 à aujourd'hui, rien n'a changé. C'est les mêmes personnes. En fait, on recycle la tête. C'est le même système qui est là. C'est le même système, seulement que Patrice Talon, lui, il est un peu véreux. Il est plus véreux que les autres. Mais à part ça, c'est le même système. Comment on fait pour changer le système, pour nous éduquer convenablement, pour qu'on sache que le pays est à nous et à tout le monde et non à un groupuscule de personnes. Et que les richesses... Regardez, on voit les routes. Oui, c'est beau, les routes, c'est très bien. Mais derrière, le panier de la ménagère... Vous savez, je vais vous dire, quand vous avez parlé des routes là, les routes là, pour les entretenir, les routes ont des durées de vie avant qu'elles ne commencent à réclamer de l'argent pour les mettre en valeur, pour les entretenir. Entre-temps, les milliards qu'on a pris pour ces routes-là, on n'aurait même pas encore fini de les rembourser. Je vous informe que le péage à Ouégo est à 1000 francs. Actuellement. Le péage à Ouégo. Pour une route parce que c'est pas C'est pour ça que tous les jours que Dieu fait, on vous crée des nouvelles taxes. C'est dans le mécanisme du Fonds monétaire international de la Banque mondiale. Mais c'est 1000 francs l'aller-retour, bien. Non, 1000 francs aller. Quel aller-retour? 1000 francs aller, 1000 francs retour, ça fait 2000. D'abord, Patrice Talon est venu au pouvoir. Il a doublé tous les péages. Il a doublé pour des routes que lui-même n'avait même pas construites. Il a doublé tous les péages. Et maintenant, au niveau de Ouégo, pour une route que c'est même pas lui qui a construit cette route, il va doubler le péage parce qu'il serait en train de faire l'autre côté de la zone à Kassato, à la Dala, quelque chose comme ça. Voilà ce qu'il est en train de faire. Et là, déjà, on met un péage où les gens doivent payer 1000 francs à l'aller, 1000 francs au retour, 2000, dans cette zone-là, avec la précarité, avec le pouvoir d'achat dans cette zone. L'objectif, c'est de vous appauvrir. Gardez ça à l'esprit. Il faut savoir. Le mécanisme est clair. J'ai fait un live hier, non, pour vous expliquer comment ce mécanisme, on parle de PIB, croissance sur 7% lié au PIB. Et le PIB, quand ça contient quoi? Les grues, tout ce qui est les gros chantiers. Donc, en gros, les mêmes s'enrichissent et on voit, et en même temps, le panier de la ménagère reste toujours exécrable parce que, entre-temps, quand on parle, les prix augmentent et les salaires ne bougent pas. Et donc, comme ça, vous voulez... La population n'a pas de pouvoir d'achat. Et vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez?
En tout cas, L'appauvrir. on appauvrit la population et les autres continuent parce que c'est eux qui détiennent les surfaces, les grandes surfaces, tout ce dont vous avez besoin, c'est eux qui détiennent cela. Et donc, le peu d'argent qu'ils vous donnent, vous dépensez cet argent encore dans leur système. Vous approvisiez et eux, ils s'enrichissent. Si vous prenez une marchandise, un produit, vous prenez l'huile végétale, le prix de l'huile végétale, vous comparez ça à la même marchandise, la même qualité, même marque. Prenez ça, vous allez comparer. Le prix au Togo, le prix au Bénin, le prix au Nigeria, le prix au Ghana, le prix en Côte d'Ivoire. Le Bénin est le plus cher de tous. Il y a même des produits que vous voyez à Cotonou. Vous le voyez, les mêmes produits au Niger, au Burkina, c'est encore moins cher au Niger qui n'ont pas de port, n'ont pas de choses, plus qu'à Cotonou. Maintenant, le sénateur, c'est quoi cette politique où on subventionne du riz ou bien en fait du céréal venu d'ailleurs, sachant que vous avez dans votre pays des agriculteurs, vous avez des bras valides, vous avez des terres arabes, et vous subventionnez des produits venus d'ailleurs. C'est quoi cette politique? Vous pouvez nous expliquer? C'est ça rentre dans la même logique. Vous savez, quand vous voulez tenir quelqu'un, vous tenez la personne par le ventre. Patrice Talon a déjà expliqué que la politique, pour se faire réélire, c'est de tenir tout le monde. On n'a pas besoin d'être bon. Dans sa politique de tenir tout le monde, c'est ce qu'il démontre. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Vous avez répondu. Bon, en tout cas, nous, sachez simplement que nous sommes une jeunesse déterminée. Ce n'est pas seulement sur les panels que nous parlons. Nous nous organisons de manière à ce que aujourd'hui, le sénateur... Vous allez avoir mes nouvelles très prochainement. D'accord, très bien. Ça nous fera plaisir de savoir que, parce que moi j'ai déjà pris la décision, j'étais en train de discuter en privé avec un que vous connaissez très bien, un Patriote 2.0, et qui m'a appelé, et on a échangé sur voilà les nouvelles dispositions à prendre. On a dit, mais alors, ceux qui sont en exil, qui sont restés dans le système, qui sont en exil aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font concrètement pour demain? Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent ici, bon, ils sont en exil, mais ok, mais qu'est-ce qu'ils font concrètement? Moi, je me suis posé cette question, je dis, mais c'est la jeunesse, nous qui, matin, midi, soir, nous qui irons de gauche à droite, nous qui allons nous constituer, mais eux, là, ils font quoi? C'est eux qui sont restés dans le système, ils connaissent le système mieux que nous, mais pour détruire ce système, c'est ceux qui avaient participé au système qui pouvaient élaborer un plan, qui sont des personnes capables d'élaborer un plan pour soumettre ce plan aux plus jeunes que nous sommes, pour qu'ensemble nous puissions travailler. Il y a aujourd'hui, même les gens parlent de, comment appelle-t-on, du Haïti, hein, voilà, Haïti aujourd'hui, c'est à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Mais les gens s'organisent, il y a même un gouvernement de l'extérieur qui s'organise de manière conséquente aujourd'hui pour retourner la tendance. Et ça va se passer. Bientôt, vous allez entendre. Même si la France, peu importe, les diasporas de chaque pays aujourd'hui s'organisent. Moi, une dernière question pour M. Martin Rodriguez. M. Martin Rodriguez, vous avez vu depuis un certain temps, on ne va quand même pas dire que tout ce que Patrice Talon fait est mauvais. On a vu le festival We Love Eya, on a vu les Vodou Day. On nous parle. Festival d'applaudissements, oui. S'il te plaît, et Pro Black, s'il te plaît. On nous parle du tourisme, du développement du tourisme. On nous dit, oui, on investit dans le tourisme. On a même vu un terrain de golf. Et vous qui êtes quand même quelqu'un de bien averti en matière de développement, de l'économie et tout, dites-nous que gagne le Bénin dans tous ces investissements, dans tous ces milliards qui sont investis. Est-ce que, oui, ce tourisme-là, ça profite réellement au peuple béninois? Je voudrais que vous nous exposiez quand même sur cette affaire, parce que chaque fois, on voit les Clébés qui nous parlent de tourisme. On a même vu Makosso, général Makosso, qui est venu jouer le laudateur de Patrice Talon
chanter son nom? Est-ce qu'on peut comprendre de manière pointue, sans qu'on ne dise pas que nous sommes en train de voir le noir partout? Comment expliquer? Est-ce que ça profite au Bénin? Si ça ne profite pas, pourquoi? On veut comprendre le mécanisme. Ok. Merci. Moi, Ça profite au Bénin comment également?